Chapitre 10. L'accumulation primitive. Nous voici arrivés à la fin de notre drame. Nous avons rencontré un jour le travailleur sur le marché où il était venu pour vendre sa force de travail, et nous l'avons vu contracter d'égal à égal avec l'homme aux écus. Il ne savait pas encore combien serait dur le chemin du calvaire qu'il devait gravir. Il n'avait pas encore approché de ses lèvres l'amer calice qu'il devait vider jusqu'à la lie. L'homme aux écus, qui n'était pas encore devenu capitaliste, n'était alors que modeste possesseur d'une minime richesse, timide, incertain de la réussite de l'entreprise dans laquelle il engageait toute sa fortune. Voyons maintenant comment a changé la scène. L'ouvrier, après avoir, par son premier surtravail, donné naissance au capital, a été opprimé par le travail excessif d'une journée excessivement prolongée. Par la plus-value relative, le temps de travail nécessaire à son entretien fut restreint et prolongé, celui du surtravail, destiné à nourrir toujours plus richement le capital. Dans la coopération simple, nous avons vu l'ouvrier, soumis à une discipline de caserne et entraîné par le courant de tout un enchaînement de forces de travail, s'exténuer toujours plus pour alimenter davantage le capital sans cesse grossissant. Nous avons vu l'ouvrier mutilé, avili et déprimé au plus haut point par la division du travail dans la manufacture. Nous l'avons vu endurer les indicibles souffrances matérielles et morales que lui a causées l'introduction des machines dans la grande industrie. Exproprié de la dernière parcelle de sa vertu d'artisan, nous l'avons vu réduit à l'état de simple serf de la machine, transformé de membre qu'il était d'un organisme vivant en appendice vulgaire d'un mécanisme, torturé par le travail vertigineusement intensifié de la machine, qui à chaque instant menace d'arracher un lambeau de ses chairs ou de le broyer complètement dans ses terribles engrenages. Et, de plus, nous avons vu sa femme et ses enfants devenus les esclaves du capital. Et, pendant ce temps, le capitaliste, immensément enrichi, lui paye un salaire qu'il peut à son bon plaisir diminuer, tout en se donnant l'air de le maintenir au même taux, ou même de l'augmenter. Enfin, nous avons vu l'ouvrier temporairement inutilisé par l'accumulation du capital, passer de l'armée industrielle active à la réserve, puis tomber ensuite pour toujours dans l'enfer du paupérisme. Le sacrifice est consommé. Mais comment cela a-t-il pu arriver ? D'une façon bien simple. L'ouvrier était, il est vrai, possesseur de sa force de travail, avec laquelle il aurait pu produire chaque jour beaucoup plus que ce dont il avait besoin pour lui et pour sa famille. Mais il lui manquait les autres éléments indispensables, c'est-à-dire les moyens de travail et la matière première. Dépourvu donc de toute richesse, l'ouvrier a été forcé, pour gagner sa vie, de vendre son unique bien, sa force de travail, à l'homme aux écus qui en a fait profit. La propriété individuelle et le salariat, fondement du système de production capitaliste, ont été la cause première de tant de souffrances. Mais c'est une iniquité, c'est un crime. Qui donc a conféré à l'homme le droit de propriété individuelle ? Et comment l'homme aux écus a-t-il pu se trouver en possession d'une accumulation primitive, origine de tant d'infamie ? Note. Le terme accumulation primitive, previous accumulation, est un terme d'Adam Smith. Une voix terrible sort du temple du dieu capital et crie. Tout cela est juste parce que tout cela est écrit dans le livre des lois éternelles. Il y eut autrefois un temps très lointain où les hommes vaguaient, encore libres et égaux, sur la terre. Un petit nombre d'entre eux furent laborieux, sobres et économes. Tous les autres furent paresseux, jouisseurs et dissipateurs. La vertu fit riches les premiers, les vices fit misérables les seconds. Ceux qui formaient le petit nombre eurent le droit, eux et leurs descendants, de jouir des richesses vertueusement accumulées. Tandis que ceux qui formaient le grand nombre furent contraints par leur misère à se vendre riches, furent condamnés à perpétuité à les servir, eux et leurs descendants. Voilà comment expliquent la chose certains amis de l'ordre bourgeois.
Voilà l'insipide enfantillage que M. Adolphe Thiers, par exemple, pour défendre la propriété, rabâche encore avec solennité aux Français, jadis si spirituels. Si elle eût été en effet l'origine de l'accumulation primitive, la théorie qui en dérive serait aussi juste que celle du péché originel et celle de la prédestination. Le père a été paresseux et jouisseur, le fils doit être voué à la misère. Celui-ci est le fils d'un riche, il est prédestiné à être heureux, puissant, instruit, robuste, etc. Celui-là est le fils d'un pauvre, il est prédestiné à être malheureux, faible, ignorant, abruti, etc. Une société fondée sur une loi semblable devrait certainement finir comme ont fini déjà tant d'autres sociétés, moins barbares et moins hypocrites, tant de religions et de dieux, en commençant par le christianisme, dans les lois duquel on trouve des exemples analogues de justice. Nous pourrions nous arrêter ici s'il nous était permis de rester sur cette impertinence bourgeoise. Mais notre drame a un dénouement digne de lui, comme nous le verrons tout à l'heure, en assistant à son dernier acte. Ouvrons l'histoire, cette histoire écrite par les bourgeois et pour l'usage de la bourgeoisie. Cherchons-y l'origine de l'accumulation primitive, et voici ce que nous y trouverons. À l'époque la plus reculée, des groupes de populations nomades s'établirent dans les localités les mieux situées et les plus favorisées de la nature. Ils fondèrent des villes, se mirent à cultiver la terre et à se livrer aux diverses occupations qui pouvaient être nécessaires à leur bien-être. Mais au cours de leur développement, ces groupes se rencontrèrent et s'entrechoquèrent. Il s'ensuivit des guerres, des meurtres, des incendies, des rapines et des carnages. Tout ce que possédaient les vaincus devint la propriété des vainqueurs, y compris les personnes des survivants, qui furent tous réduits en esclavage. Et voici l'origine de l'accumulation primitive dans l'Antiquité. Venons au Moyen-Âge. Dans cette seconde époque de l'histoire, nous ne trouvons qu'une série d'invasions, peuples conquérants faisant irruption dans les pays plus riches occupés par d'autres peuples, et toujours le même refrain de massacres, de pillages, d'incendies, etc. Tout ce que possédaient les vaincus devint la propriété des vainqueurs, avec cette seule différence que les survivants ne furent pas réduits en esclavage, comme dans l'Antiquité, mais eurent à subir un autre genre de servitude et devinrent, en qualité de serfs, la propriété des seigneurs avec la terre à laquelle ils étaient attachés. Au Moyen-Âge, nous ne trouvons donc pas davantage la moindre trace de cette application au travail, de cette sobriété et de cette économie chantée par la doctrine bourgeoise comme la source de l'accumulation primitive. Et il faut noter que le Moyen-Âge est l'époque à laquelle les plus illustres de nos possesseurs actuels de richesses se vantent de faire remonter leur origine. Nous arrivons pour terminer à l'époque moderne. La révolution bourgeoise a détruit la féodalité et transformé le servage en salariat. Mais en même temps, elle a enlevé aux travailleurs le peu de moyens d'existence que lui assurait le régime du servage. Le serf, bien qu'il dût travailler la plus grande partie du temps pour son seigneur, avait pourtant un lopin de terre ainsi que les moyens et le temps nécessaires pour le cultiver. La bourgeoisie a détruit tout cela et a fait du serf un libre travailleur qui n'a pas d'autre alternative que de se faire exploiter de la façon que nous avons vu par le premier capitaliste venu, ou mourir de faim. Entrons maintenant dans le détail. Ouvrons l'histoire d'un peuple et voyons comment a eu lieu l'expropriation des populations agricoles et la formation de ces masses ouvrières destinées à fournir leur force de travail aux industries modernes. Nous prenons, comme de coutume, nos exemples en Angleterre parce que l'Angleterre, étant le pays où la maladie que nous étudions se trouve à l'état le plus avancé, c'est elle qui peut nous offrir le meilleur champ d'observation. En Angleterre, le servage avait disparu en fait vers la fin du XIVe siècle. L'immense majorité de la population se composait alors, et plus encore au XVe siècle, de paysans libres et propriétaires. Quel que fût d'ailleurs le terme féodal sous lequel était plus ou moins dissimulé le droit de possession. Dans les grands domaines féodaux, l'ancien bailiff, magistrat local, qui était lui-même un serf, était remplacé par un fermier libre. Les salariés de l'agriculture se composaient en partie de paysans propriétaires qui occupaient leur moment de loisir à travailler chez les grands propriétaires fonciers, en partie d'une classe peu nombreuse de véritables salariés.
Mais ces derniers étaient en même temps, jusqu'à un certain point, des paysans indépendants car, outre leur salaire, ils avaient la jouissance d'une étendue de terrain de 4 arts au minimum et d'un cottage. Ils partageaient en outre, avec les paysans proprement dit, la jouissance des terres communales sur lesquelles ils envoyaient paître leur bétail et qui leur fournissaient le combustible, bois, tourbe, etc. Le prélude de la Révolution qui créa le fondement du mode de production capitaliste se joua dans les derniers tiers du XVe et du premier tiers du XVIe siècle. Le licenciement des suites féodales des seigneurs jeta sur le marché une masse de prolétaires sans feu ni lieu, masse qui fut considérablement accrue par l'usurpation des biens communaux et par l'expulsion des paysans des terres sur lesquelles ils avaient eu, dans le régime féodal, autant de droits que les seigneurs. En Angleterre, la cause immédiate et particulière de ces expulsions fut l'épanouissement des manufactures de drap en Flandre et l'augmentation du prix de la laine qui en fut la conséquence. Transformation des terres labourables en pâture à moutons, tel fut alors le mot d'ordre. Harrison décrit la ruine du pays causée par l'expropriation des petits paysans. Qu'importe à nos grands usurpateurs, les habitations des paysans et les cottages des ouvriers agricoles furent démolis et voués à l'abandon. Si on veut consulter les anciens inventaires de chaque domaine seigneurial, on trouvera que d'innombrables maisons de petits cultivateurs ont disparu, que la campagne nourrit beaucoup moins d'habitants qu'autrefois, que beaucoup de villes sont déchues, bien que quelques autres, fondées depuis, prospèrent. Des villes et des villages qu'on a détruits pour faire des parcs à moutons, et où il ne reste plus que la demeure des seigneurs, je pourrais faire une longue énumération. Une nouvelle et terrible impulsion fut donnée à l'expropriation violente des masses populaires au XVIe siècle par la Réforme et le vol colossal des biens de cette Église qui en fut la suite. L'Église catholique était, à l'époque, propriétaire, sous la forme féodale, d'une grande partie du sol anglais. La suppression des couvents, etc., jeta les habitants de leurs anciens domaines dans le prolétariat. Les biens de l'Église furent pour la plupart donnés à David Favori ou vendus à vil prix à des citadins, à des fermiers spéculateurs qui commencèrent par expulser en masse les anciens tenanciers héréditaires. Le droit de propriété, légalement consacré, qu'avaient les campagnards pauvres sur une partie de la dîme ecclésiastique, fut confisqué sans phrase. Dans la 48e année du règne d'Élisabeth, on fut forcé de reconnaître officiellement le paupérisme par l'établissement de la taxe des pauvres. Les auteurs de cette loi eurent honte d'en avouer les motifs et, contrairement à l'usage traditionnel, ils la publièrent sans aucun préambule. Citation de Cobbett. Sous Charles Ier, elle fut déclarée perpétuelle et ne fut modifiée qu'en 1834 pour recevoir une forme plus dure. Alors, comme indemnité de l'expropriation subie, on fit aux pauvres un châtiment. Au temps d'Élisabeth, quelques propriétaires et quelques riches paysans de l'Angleterre méridionale, s'étant réunis, rédigèrent sur l'interprétation à donner à la loi des pauvres 10 questions qu'ils soumirent à l'avis d'un célèbre jurisconsulte. Voici un extrait de ce mémoire. Quelques-uns des riches fermiers de la paroisse ont projeté un plan fort sage, par lequel on peut éviter toute espèce de désordre dans l'exécution de la loi. Il propose la construction d'une prison dans la paroisse. À tout pauvre qui ne consentira pas à se laisser enfermer dans cette prison, on refusera l'assistance. On fera ensuite annoncer dans le voisinage que si quelqu'un est disposé à prendre à louage les pauvres de cette paroisse, il est à remettre, à un jour fixé, un pli cacheté indiquant le plus bas prix auquel il les prendrait. Les auteurs de ce plan supposent qu'il existe dans les comtés voisins des personnes qui n'ont pas le goût du travail et qui ne possèdent pas la fortune ou le crédit nécessaire pour acquérir une ferme ou un vaisseau, de façon à pouvoir vivre sans travailler. Ces gens-là pourraient être disposés à faire à la paroisse des propositions très avantageuses. Si quelques-uns des pauvres placés sous la garde du contractant venaient à décéder, c'est sur lui que la faute en retomberait, car la paroisse aurait rempli ses devoirs envers ses pauvres. Nous craignons toutefois que la loi actuelle ne permette pas de semblables mesures de prudence,
Mais il faut que vous sachiez que le reste des francs tenanciers de ce comté et des comtés voisins se joindra à nous pour engager leurs représentants à la Chambre des communes à lui proposer une loi qui autorise l'emprisonnement des pauvres avec un travail forcé, de façon que tout pauvre qui refusera de se laisser emprisonner perde son droit à l'assistance. Cette mesure, nous l'espérons, empêchera que les indigents aient besoin d'être assistés. Au XVIIIe siècle, la loi elle-même devint l'instrument du vol des terres du peuple. La forme parlementaire de ce vol est celle des lois sur la clôture des terres communales, Bill for Enclosure of Commons. En d'autres termes, des décrets par lesquels les landlords s'adjugent eux-mêmes la propriété populaire comme la propriété privée, des décrets d'expropriation du peuple. Sir F.M. Eden a cherché à représenter la propriété communale comme étant la propriété privée des landlords qui ont pris la place des seigneurs féodaux, mais il se réfute lui-même en demandant que le Parlement vote un statut général qui sanctionne une fois pour toutes la clôture des communaux. Car il reconnaît par là qu'un coup d'État parlementaire est nécessaire pour légaliser les changements de biens communaux en propriété privée. Et en même temps, il réclame une indemnité pour les cultivateurs pauvres. S'il n'y avait pas d'expropriés, il n'y aurait évidemment personne à indemniser. Dans le Northamptonshire et le Lincolnshire, dit Addington en 1772, il a été procédé en grand à la clôture des terrains communaux et la plupart des nouveaux domaines résultant de ces opérations sont transformés en pâturage. Par suite, dans beaucoup de domaines, il ne se trouve pas 50 acres de terre labourée, là où on en labourait autrefois 1500. Des ruines de maisons d'habitation, des granges, des tables, etc. sont les seules traces restantes des anciens habitants. En beaucoup d'endroits, où il y avait des centaines de maisons et de familles, on n'en trouve plus que 8 ou 10. Dans la plupart des paroisses, où la clôture n'a eu lieu qu'il y a 15 ou 20 ans, le nombre de propriétaires est très minime comparé à celui des agriculteurs qui labouraient la terre lorsque les champs étaient ouverts. Il n'est pas rare de voir usurper par 4 ou 5 riches éleveurs de bétail de vastes domaines récemment clôturés qui se trouvaient précédemment entre les mains de 20 à 30 fermiers et de nombreux petits propriétaires tenanciers. Tous ces anciens occupants ont été expulsés de leurs possessions avec leurs familles, ainsi qu'un grand nombre d'autres familles qui étaient occupées et entretenues par eux. Ce ne sont pas seulement des terrains en friche, mais souvent des terres cultivées par des particuliers qui payaient une redevance à la commune, ou cultivées en commun qui furent annexées par le lord voisin sous prétexte de clôture. Le docteur Price dit « Je parle ici de la clôture de champs ouverts et de terres cultivées. Les écrivains même qui sont partisans de clôture conviennent que, dans ce cas, elles diminuent les cultures, élèvent les prix des subsistances et produisent la dépopulation. Et même la clôture des terres incultes, telle qu'elle se pratique aujourd'hui, dérobe aux pauvres une partie de ses moyens de subsistance et agrandit la dimension de fermes qui sont déjà trop étendues. Quand la terre tombe entre les mains d'un petit nombre de gros fermiers, les petits fermiers, dont Price a parlé plus haut dans ces termes, une foule de petits propriétaires et de petits fermiers qui se nourrissent eux et leurs familles de produits de la terre affermés par eux, de la viande des moutons, de la volaille, des porcs, etc., qu'ils envoient sur les pâturages communaux en sorte qu'ils n'ont guère besoin d'acheter des subsistances, se retrouvent transformés en autant de gens qui doivent gagner leur vie en travaillant au service d'autrui et sont forcés d'aller acheter au marché tout ce dont ils ont besoin. Il se fera plus de travail peut-être, parce qu'il y aura plus de contraintes. Les villes et les manufactures grandiront parce qu'un plus grand nombre de personnes se verront forcées d'aller y chercher une occupation. Voilà dans quelle direction agit naturellement la concentration des fermes, et elle agit en fait dans ce royaume en ce sens-là depuis de nombreuses années. En somme, la situation des classes inférieures du peuple a empiré presque sous tout rapport. Les petits propriétaires et les petits fermiers ont été réduits à l'état de journaliers et de mercenaires. Et en même temps, la vie dans ces conditions est devenue plus difficile à gagner. L'usurpation des terres communales et la révolution qui s'en est suivie dans l'agriculture
ont agi en effet d'une manière si dure sur les travailleurs agricoles que, d'après Eden, entre 1765 et 1780, leur salaire commença à tomber en dessous du minimum et dut être complété au moyen de secours officiellement distribués. Leur salaire, dit-il, n'était plus suffisant pour les besoins indispensables de la vie. Au XIVe siècle, on a perdu naturellement jusqu'au souvenir du lien qui avait uni l'agriculteur à la propriété communale. Pour ne pas parler de temps plus anciens, le peuple des campagnes a-t-il jamais reçu 1 liard d'indemnité pour les 3 511 770 acres de terrains communaux qui, entre 1801 et 1831, lui ont été volés et que les landlords se sont adjugés eux-mêmes par la voie parlementaire? Le dernier procédé d'une portée historique employé pour exproprier les travailleurs des campagnes doit être étudié en particulier dans les Highlands d'Écosse. C'est là qu'il a été appliqué de la manière la plus féroce. George Ensor dit, dans un livre publié en 1818, « Les grands seigneurs d'Écosse ont exproprié des familles comme ils eussent arraché des mauvaises herbes. Ils ont traité des villages entiers et leur population comme les Indiens traitaient, dans leur vengeance, les repères des bêtes féroces. On trafique d'un homme pour une toison de brebis, pour un gigot de mouton, ou pour moins encore. » Au temps de l'invasion des provinces septentrionales de la Chine, on proposa, dans le Grand Conseil des Mongols, d'exterminer la population et de transformer les terres en pâturage. Beaucoup des propriétaires des Highlands ont mis cette proposition à exécution dans leur propre pays, contre leurs propres compatriotes. À tout seigneur, tout honneur, c'est à la duchesse de Sutherland que revint l'initiative la plus mongolique. Dès que cette dame, formée à l'école des économistes, eut pris le gouvernement de ces domaines, elle décida d'appliquer un remède radical et de transformer en pâturage à moutons le comté tout entier, dont la population, à la suite d'opérations du même genre pratiquées antérieurement, se trouvait déjà réduite au chiffre de 15 000 habitants. De 1814 à 1820, ces 15 000 personnes, formant environ 3 000 familles, furent systématiquement expulsées. Tous leurs villages furent détruits et brûlés, tous leurs champs furent convertis en pâturage. Des soldats anglais furent commandés pour cette opération et en vinrent aux mains avec des indigènes. Une vieille femme périt dans les flammes de sa cabane, qu'elle refusait d'abandonner. Ouvrez les oreilles, bourgeois qui réclamaient contre l'emploi révolutionnaire du pétrole. Le feu a été pendant de longues années employé contre le prolétariat. Cette histoire vous le dit. C'est ainsi que la noble dame s'appropria 794 000 acres de terre qui, de temps immémorial, avaient appartenu au clan. Une partie des dépossédés fut absolument chassée. À l'autre partie, on assigna, au bord de la mer, 6 000 acres, à raison de 2 acres par famille. Ces 6 000 acres étaient restés incultes jusque-là et n'avaient rapporté aucun revenu aux propriétaires. La duchesse poussa la générosité jusqu'à les affermer à un taux moyen de 2 shillings 6 pence l'acre aux membres du clan qui, depuis des siècles, avaient versé leur sang pour la famille des Sutherland. Les terres volées au clan furent divisées en 29 grosses fermes à moutons, sur chacune desquelles fut établie une famille, pour la plupart des valets de ferme anglais. En 1825, les 15 000 Highlanders étaient remplacés par 131 000 moutons. Ceux des indigènes qui avaient été relégués au bord de la mer avaient cherché à se procurer des moyens d'existence en s'adonnant à la pêche. Devenus de véritables amphibies, ils vivaient, selon l'expression d'un écrivain anglais, moitié sur terre, moitié dans l'eau, ce qui, malgré tout, ne leur permettait de vivre qu'à moitié. Mais l'odeur de leurs poissons arriva jusqu'aux narines de leurs maîtres, et ceux-ci, flairant quelques profits à faire, affermèrent le rivage aux grands marchands de marais de Londres. Les Highlanders furent chassés une seconde fois. Enfin, une dernière métamorphose s'accomplit. Une partie des pâturages à moutons fut convertie en terrain de chasse. Le professeur Léon Lévy, dans un discours prononcé en avril 1866 devant la Société des Arts, dit « Dépeuplez le pays
et convertir les terres arables en pacage, c'était au début le moyen le plus commode d'obtenir des revenus sans bourse déliée. Bientôt, la substitution des terrains de chasse au pâturage devint un élément ordinaire des Highlands. Le daim prit la place du mouton, comme le mouton avait pris celle de l'homme. D'immenses districts, qui avaient figuré dans la statistique de l'Écosse comme des prairies d'une fertilité et d'une étendue exceptionnelle, sont maintenant rigoureusement privés de toutes sortes de cultures et d'améliorations et consacrés au plaisir d'une poignée de chasseurs qui n'y viennent que pendant quelques mois de l'année. Vers la fin de mai 1866, un journal écossais disait « Une des meilleures fermes à moutons du Southern Lancashire, pour laquelle, à l'expiration du bail en cours, on avait offert un fermage de 100 000 livres sterling, va être convertie en terrain de chasse. » D'autres journaux, à cette même date, ont parlé de ces instincts féodaux qui se développent de plus en plus en Angleterre, mais l'un d'eux a conclu, avec des chiffres à l'appui, que le revenu des landlords ayant augmenté, la richesse nationale s'était accrue. La création et l'accroissement d'un prolétariat sans feu ni lieu est allé nécessairement plus vite que son absorption par les manufactures naissantes. D'autre part, des hommes brusquement arrachés à leurs conditions habituelles d'existence ne pouvaient s'adapter du premier coup à la discipline du nouvel ordre social. Ils se transformèrent, en très grand nombre, en mendiants, en voleurs, en vagabonds, quelquefois par un penchant naturel, mais le plus souvent par nécessité. De là vers la fin du XVe siècle, et pendant tout le XVIe, dans l'Europe occidentale, une législation sanguinaire contre le vagabondage. Les pères de la classe ouvrière actuelle ont été, tout d'abord, châtiés d'avoir été réduits à l'état de vagabonds et d'indigents. La loi les traita en criminels volontaires, comme s'il eût dépendu de leur bon vouloir de continuer à travailler dans des conditions qui avaient cessé d'exister. En Angleterre, cette législation commença sous le règne de Henri VII. Sous Henri VIII, en 1530, les mendiants âgés et incapables de travailler obtiennent une licence pour demander l'aumône. Les vagabonds robustes sont fouettés et emprisonnés. Attachés derrière une charrette, ils doivent être fustigés jusqu'à ce que le sang ruisselle de leur corps, puis s'engager par serment à retourner au lieu de leur naissance ou à celui de leur domicile des 3 dernières années et à se remettre au travail. Quelle cruelle ironie. La 27e année du règne de Henri VIII, ce statut fut renouvelé, mais aggravé par des peines additionnelles. En cas de récidive, le vagabond devait être fouetté de nouveau et avait la moitié de l'oreille coupée. À la seconde récidive, il était mis à mort comme malfaiteur dangereux et criminel d'État. Dans son Utopie, le chancelier Thomas More dépeint vivement la situation des malheureux qu'atteignaient ces lois atroces. Il arrive, dit-il, qu'un glouton avide et insatiable, un vrai fléau pour son pays natal, peut s'emparer de milliers d'arpents de terre en les entourant de pieux et de haies, ou en tourmentant leurs propriétaires par des injustices qui les contraignent à tout vendre. De façon ou d'autre, de gré ou de force, il faut qu'ils déguerpissent tous. Pauvres gens, cœurs simples, hommes, femmes, époux, orphelins, veuves, mères, avec leurs nourrissons et tout leur avoir. Peu de ressources, mais beaucoup de têtes, car l'agriculture a besoin de beaucoup de bras. Il faut qu'ils traînent leurs pas loin de leurs anciens foyers, sans trouver un lieu de repos. Dans d'autres circonstances, la vente de leur mobilier et de leurs ustensiles domestiques eût pu les aider, si peu qu'ils valent. Mais jetés subitement dans le vide, ils sont forcés de les donner pour une bagatelle. Et quand ils ont erré çà et là, et mangé jusqu'au dernier liard, que peuvent-ils faire d'autre que de voler? Et alors, bon Dieu, d'être pendus avec toutes les formes légales? Ou bien d'aller mendier? Et alors, encore, on les jette en prison comme vagabonds parce qu'ils mènent une vie errante et ne travaillent pas, et auquel personne au monde ne veut donner de travail, si empressé qu'il soit à s'offrir pour tout genre de besogne. De ces malheureux fugitifs, dont Thomas More, leur contemporain, dit qu'on les force à vagabonder et à voler, 72 000 furent exécutés sous le règne de Henri VIII, à ce que raconte Holinshed dans sa description de l'Angleterre. Un statut de la première année du règne d'Édouard VI, 1547, ordonne que
tout individu qui se refuse à travailler soit adjugé comme esclave à la personne qui l'aura dénoncé comme fainéant. Ainsi, pour profiter gratis du travail d'un pauvre diable, il n'y avait qu'à le dénoncer comme réfractaire au travail. Le maître doit nourrir son esclave de pain et d'eau, de boissons faibles et de restes de viande qu'il jugera convenable de lui donner. Il a le droit de le contraindre aux besognes les plus dégoûtantes en usant du fouet et de la chaîne. Si l'esclave s'absente une quinzaine de jours, il est condamné à l'esclavage à perpétuité et marqué au fer rouge de la lettre S, slave pour esclave, sur le front ou sur la joue. À la troisième tentative de fuite, il doit être mis à mort comme criminel d'État. Le maître peut le vendre, le léguer par testament, le louer comme esclave, de la même façon que le bétail ou tout autre bien meuble. Si les esclaves entreprennent quelque chose contre leur maître, ils doivent être également mis à mort. Les juges de paix, lorsqu'ils ont été informés, doivent faire rechercher ceux qui leur sont signalés. S'il est constaté qu'un de ces individus a fait néanter pendant 3 jours, il doit être conduit à son lieu d'origine, marqué au fer rouge de la lettre V sur la poitrine, enchaîné et employé à travailler sur les routes ou autrement. Si le vagabond a indiqué faussement une localité comme étant son lieu d'origine, il sera en punition condamné à l'esclavage à perpétuité au profit de cette localité et de ses habitants et sera marqué de la lettre S. Tout le monde a le droit d'enlever aux vagabonds leurs enfants et de les retenir comme apprentis, les garçons jusqu'à 24 ans, les filles jusqu'à 20. Si ces enfants se sauvent, ils deviennent jusqu'à cet âge les esclaves des maîtres d'apprentissage qui ont le droit de les enchaîner, de les fustiger à leur volonté. Tout maître peut mettre à son esclave un anneau de fer au cou, au bras ou à la jambe afin de mieux le reconnaître et de mieux s'assurer de lui. La dernière partie de ce statut prévoit le cas où certains pauvres seraient occupés par la paroisse ou par des personnes qui leur donneraient à boire et à manger. Cette espèce d'esclave de la paroisse à manger s'est conservée en Angleterre jusqu'en plein XIXe siècle sous le nom de roundsman, homme circulant. Un champion des capitalistes fait cette remarque. Sous le règne d'Édouard VI, les Anglais paraissaient s'être très sérieusement occupés d'encourager les manufactures et de procurer du travail aux pauvres. Nous en avons la preuve par un remarquable statut où il est dit que tous les vagabonds doivent être marqués au fer rouge. Sous Élisabeth, il est ordonné, en 1572, que les mendiants non pourvus d'une licence ayant dépassé l'âge de 14 ans seront sévèrement fustigés et marqués au fer rouge à l'oreille gauche si personne ne veut les prendre à son service pour 2 ans. En cas de récidive, et s'ils sont âgés de plus de 18 ans, ils seront mis à mort, à moins que quelqu'un ne les prenne à son service pour 2 ans. Mais au cas de nouvelle récidive, ils seront exécutés sans miséricorde comme criminels d'État. Des statuts du même genre furent promulgués en 1576 et 1597. On pendait sous ce règne les vagabonds par fil. Chaque année, il y en avait 300 ou 400 accrochés à la potence, ici ou là, dit Stripe dans ses annales. Le seul comté de Somerset compta, en un an, 40 vagabonds pendus, 35 marqués au fer rouge, 37 fustigés. Cependant, ajoute le philanthrope, ce grand nombre de condamnés ne comprend pas la 5e partie des délinquants par suite de négligence des juges de paix et de la sotte compassion du peuple. Dans les autres comtés de l'Angleterre, la situation n'était pas meilleure et dans quelques-uns, elle était pire. Sous Jacques Ier, tous les individus trouvés sans domicile et mendiants doivent être déclarés vagabonds. Les juges de paix, tous, bien entendu, propriétaires fonciers, manufacturiers, ecclésiastiques, etc., investis de la magistrature correctionnelle, sont autorisés à les faire fustiger publiquement et à leur infliger 5 mois de prison à la première fois, 2 ans s'ils récidivent. Pendant la durée de leur emprisonnement, ils peuvent être fustigés à nouveau aussi souvent que les juges de paix le trouveront bon. Les vagabonds incorrigibles et dangereux seront marqués au fer rouge par lettre R sur l'épaule gauche et astreints aux travaux forcés. Et s'ils sont repris à mendier, ils seront mis à mort sans miséricorde et privés des secours de la religion. Ces statuts ne furent abolis qu'en 1714. Voilà au milieu de quelles horreurs
Au moyen de quelles mesures sanguinaires s'est accomplie l'expropriation des populations agricoles et la formation de cette classe ouvrière qui devait être livrée en pâture à la grande industrie. Nous voilà bien loin de l'idylle des économistes. C'est le fer et le feu qui a été à l'origine de l'accumulation primitive. C'est le fer et le feu qui ont préparé au capital le milieu nécessaire à son développement. La masse des forces humaines destinées à l'alimenter. Et si aujourd'hui le fer et le feu ne sont plus les moyens habituellement employés pour l'accumulation toujours croissante, c'est parce qu'elles disposent pour les remplacer d'autres moyens beaucoup plus inexorables et beaucoup plus terribles. Une des glorieuses conquêtes de la bourgeoisie moderne, un moyen qui forme une partie nécessaire de l'organisation même de la production capitaliste, un moyen qui agit de lui-même, sans bruit, sans scandale, un moyen tout à fait conforme à la civilisation, la faim. Nous ne pouvons, dans ce cours abrégé du capitalisme, aborder encore l'histoire des exploits du capital dans les colonies. Nous renvoyons nos lecteurs au récit des grandes découvertes maritimes, à commencer par celle de Christophe Colomb et de toutes les colonisations, en nous bornant à citer à ce propos les paroles d'un homme dont la ferveur chrétienne a fait tout le renom, W. Howitt, un pionnier de l'anthropologie, qui s'exprime ainsi. Les barbaries et les atrocités exécrables perpétuées par les races dites chrétiennes dans toutes les régions du monde et contre tous les peuples qu'elles ont pu asservir ne trouvent leur équivalent à aucune époque de l'histoire universelle, chez aucune race, si sauvage, si grossière, si impitoyable, si éhontée qu'elle fût. Comme le dit Marie Augier, du Crédit Public, 1842, c'est avec des taches naturelles de sang sur une de ses faces que l'argent est venu au monde. Le capital, lui, est venu, suant le sang et la boue par tous les pores. Et c'est là, tout simplement, de l'histoire aux bourgeois, une triste histoire de sang, bien digne d'être lue et méditée par vous qui savez, dans votre vertu, exprimer une sainte horreur pour la soif de sang des révolutionnaires modernes, par vous qui déclarez ne pouvoir permettre aux travailleurs que le seul usage des moyens moraux.